Alors, je vais donc donner la parole à Didier Faustino, donc, qui est artiste et architecte français, dont le travail maintenant, qui a son agence à la fois à Paris et à Lisbonne, qui est un travail qui, du coup, met beaucoup en relation le corps et l'architecture, avec une dimension assez subversive, en tout cas qui questionne beaucoup les dimensions assez sociopolitiques, en tout cas des rapports entre corps et architecture. Il a fait des projets dans différents contextes avec une dimension assez radicale, des interventions dans l'espace public. On en a vu ce matin quelques-unes au sein de la collection du CNAP, avec aussi toute une réflexion sur les architectures mobiles, ou en tout cas sur l'échelle du corps dans le rapport à l'architecture. Il a beaucoup aussi travaillé en collaboration avec des artistes. Ce matin, on a parlé de François Morlet, qui est quand même un artiste avec qui aussi Didier Faustino a beaucoup travaillé. Jean-Luc Goulaine aussi. Et donc il travaille également sur donc il a des projets dans les projets d'exposition. On peut nommer des expositions qu'il a fait au MoMA, à la Fondation Gulbenkian, au Musée national d'art moderne. Donc là aussi dans le cadre de cette exposition qu'il a fait avec Morlet, mais aussi plusieurs expositions de scénographie dans le cadre autour de la vidéo. C'est aussi comme ça qu'au départ qu'on s'est rencontré avec Didier. C'était sur des projets spécifiques où il a essayé d'inventer des dispositifs pour montrer des collections entièrement d'images en mouvement. Et puis là, il prépare en ce moment une exposition rétrospective à Lisbonne qui aura lieu l'année prochaine. Donc merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour poursuivre un peu une discussion, parce que Didier Faustino est déjà venu plusieurs fois à l'école. On a eu de la chance qu'il vienne pour des workshops, pour des conférences, et on n'avait encore jamais pris l'occasion de t'entendre dans le cadre d'un colloque sur ces enjeux de la maquette. Ça nous a de suite semblé être vraiment quelque chose qui a amené beaucoup d'éléments à la conversation. Donc merci, et puis je te laisse d'emblée la parole pour que tu présentes. Pardon, je te donne merci Mathilde. Alors j'ai pris une série d'images comme ça, un peu de projets. C'est pas un sujet auquel j'avais pensé jusqu'à maintenant, la maquette, la question de la maquette dans mon travail. Et du coup, j'ai un peu fouillé, j'ai un peu regardé tout ça. Et je voulais... Alors, comment ça marche? Hop. OK. Voilà. Alors, une maquette, pourquoi? Une maquette finalement pour valider, pour questionner, pour prévoir, pour envisager, pour travailler. Et donc, c'est un peu... là-dessus que je suis parti, c'est comment, en fait, au sein de mon studio, la maquette apparaît et sert d'outil, en fait, de visualisation, de préméditation. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Donc, je commence par vous présenter notre studio, et puis on va chercher des petites traces de maquettes qui n'ont pas vraiment de statut, en fait. On en voit qui traînent à droite, à gauche. La maquette n'a pas vraiment de statut, je dirais, réel. C'est plutôt un objet, quelque chose qui traîne comme ça, qui est un peu de droite à gauche, qui sert à un moment clé de l'élaboration d'un projet. Pour moi, la maquette, c'est un outil. Ça a toujours été un outil qui me sert à envisager l'espace. Alors là, on arrive dans une section où il y a un petit peu plus de maquettes. J'expliquerai un peu ce que c'est que ces maquettes. Des maquettes de travail, de projets en cours, des maquettes de projets finis, qui sont sous plexi, étrangement. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, une série de situations, un espace aussi dédié à la maquette d'études proprement dites en cours, des projets en cours. Voilà, qui traînent, qui sont pas vraiment, qui ne sont vraiment jamais magnifiés, ou c'est des outils de travail. C'est du process. Voilà pour la visite du studio. Alors le studio, mon agence ou mon bureau, qui s'appelle Bureau des Mésarchitectures. Alors Mésarchitecture, il y a une explication. C'était un peu un tribut comme ça à l'anarchitecture de Gordon Matta Clark et à d'autres artistes ou architectes qui ont envisagé l'architecture non pas sous une forme pérenne et une forme, je dirais, définitive, mais plutôt comme un élément de process et d'expérience. Alors,
voilà, une espèce d'invention, de définition de ce terme qui n'existe pas. Donc, Bureau des Mésarchitectures, avec ce terme Miss Architecture, an unexpected and usually undesirable event. Et je dirais que c'est un peu la déclaration du travail, de la production, et tout ça dirigé vers ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont peut-être propres à appréhender ou à accepter ces événements indésirables, les inadaptés, ceux qui cherchent ou ceux qui sortent de la norme ou ceux qui seraient quelque part, j'aime bien le mot queer, mais on ne va pas faire de tendance ou quoi que ce soit, je dirais plutôt les misfits. C'est des personnes ou c'est des situations qui sont prêtes ou qui ne sont pas normées ou qui ne sont pas préétablies. Alors depuis le début, j'ai établi une espèce de règle, d'objectif comme ça, qui était dans le travail, de façon assez maladroite au départ, avec ce petit texte qui date en fait du moment où j'étais encore à l'école, qui était voilà, l'architecture, il fallait l'appréhender, l'espace, il fallait l'appréhender au travers de cette notion qui est celle de la fragilité, qui est une espèce de notion qui pourrait aller de la fragilité des corps, de la fragilité de l'espace, de la fragilité des matériaux, des matières, etc. Fragilité comme matière, comme point de recherche. Alors ça commence avec un tout premier projet d'architecture pour des enfants, les enfants de mon village au Portugal, qui me demandent de leur faire leur maison, de dessiner leur maison, et on conçoit une première maison sans maquette, sans travail préalable, sans dessin même, juste avec le matériau trouvé, presque des déchets de matériaux, et en essayant de construire quelque chose qui ne sera pas là pour l'éternité, mais qui sera là pour l'instant de cet été, de ce moment en devenir. C'est un peu la première architecture, peut-être première maquette d'architecture, puisqu'elle n'a pas de valeur à durer. Elle est faite de ces matériaux, de cette fragilité qui m'intéresse. Alors, le corps comme matériau, j'en parlais juste un tout petit peu avant, c'est aussi un matériau, le matériau par excellence, ou l'état par excellence de la fragilité. Du moment où on sait que nous sommes dans cet état de fragilité constante, et puis une situation où il fallait protéger le corps, et donc pareil, une production d'espace contenant qui s'est faite autour d'un corps, sans maquette, mais qui s'est modélisé pour donner lieu à un container pour transporter les migrants, les clandestins dans les avions. C'était un projet, alors là, pour le coup, qui était présenté à la Biennale de Venise il y a quelques années, autour d'un thème cette année-là qui était plus d'éthique, moins d'esthétique. Voilà, un projet peut-être performatif aussi, puisque j'étais dans la caisse en question pendant une journée, le jour du vernissage, peut-être pour rendre aussi, je dirais, un peu un hommage ou un clin d'œil à Boyce et son incapacité à poser le pied sur le territoire américain et la performance, en particulier la performance du Coyote. Je n'ai pas parlé de ça au départ, mais je crois que sur la question de maquette, ce qui m'intéresse, et dans mon travail, ce qui est vraiment très important, c'est de se référer à une notion assez simple, ou en tout cas à trois noms, plutôt plus que des notions, trois personnages clés pour moi dans l'histoire de l'architecture et de l'art, que sont Potemkin, Gordon Matta Clark et Absalon. Où en fait, ces trois productions sont celles soit de la mise en fragilité de l'architecture à travers Gordon Matta Clark, soit celle de la production d'espaces fantasmés et de fantasmes corporels dans une espèce d'architecture qui serait totalement neutrale ou d'espace neutre pour faire exister le corps, qui sont ceux d'Absalon, et celle d'une fragilité ou d'un fake, d'un possible, d'une existence ou d'une architecture qui ne serait pas réelle, celle de Potemkin. Alors,
On avance comme ça. Le container, je reviens au container, c'était le corps comme matériau, la fragilité du corps comme matériau à protéger, à contenir. Et tout de suite après, un autre projet qui, lui, serait plutôt celle des matériaux ou des matériaux les plus fragiles et construire de l'espace avec un matériau qui serait le matériau, non pas un matériau de... Excusez-moi, j'essaye de lire en même temps. Je suis un matériau de révolution, de matériaux de nouveauté. C'est un projet pour le musée d'art moderne temporaire qui était au couvent des Cordeliers, il y a quelques années aussi, déjà maintenant, qui était la fermeture du musée d'art moderne de la ville de Paris, qui s'est installé au couvent des Cordeliers pendant quasiment un an, le temps des travaux, et où on m'a demandé de redessiner l'espace, en tout cas pour pouvoir accueillir la première session de conférence et la première exposition là-bas. Et ce que j'ai proposé, c'est de travailler sur le flux et travailler sur des matériaux les plus fragiles possibles qui génèrent une espèce d'instabilité, une capacité à appréhender la question du mouvement, puisque c'était ça qui m'intéressait à ce moment-là. C'était d'amener le mouvement et une espèce de tension sur la question, effectivement, de l'inconfort aussi. Et donc il y a eu une série de conférences, il y a plusieurs artistes, il y avait les artistes, nous, les architectes qui dessinaient un espace qui avait pour but en fait d'accueillir une salle de conférence éphémère une fois par semaine dans le lieu. Et donc cet usage de matériaux ultra fragiles et à la fois paradoxalement très ambigu, qui est à la fois un matériau, alors c'est du Kapton, c'est produit... on le connaît tous parce que c'est les couvertures de survie qui sont utilisées qui nous protègent quand on a un incident. Mais au départ, c'est un matériau qui a été inventé par Dupont-Nemours, me semble-t-il, industrie pétrochimique, pour protéger les satellites. Enfin voilà, ça passe d'un champ à un autre. Et ce matériau très ambigu a cette capacité en fait de protéger, à cette ambiguïté. Il protège à la fois, il défend, mais il est ultra fragile, il est d'une fragilité complète. Et ça devenait le matériau possible pour cette installation dans l'espace. Et donc à chaque fois que quelqu'un se déplaçait dans le lieu, tout ça, toute cette installation, toute cette, je sais pas si c'est une installation scénographie ou cette spatialité se mettait en mouvement et révélait des situations qui étaient celles de la parole, celles des autres pièces installées dans le lieu. Alors, toujours ces matériaux utilisés, c'est sur cette question de la fragilité, cette question du faux. Un projet alors, qui s'est fait sans maquette, qui est un projet qui s'est fait au fer et qui était plutôt en utilisant des techniques, celles du patronage et de la couture, pour construire un projet avec le matériau le plus simple, c'était celui du sol de mon salon, pour construire une autre architecture, une architecture de nouveau pour le corps, mais une architecture qui serait une architecture comme un modèle en devenir, une première interrogation, un projet qui s'appelle Home Suit Home, le costume, la maison costume, voilà, pour un corps en devenir. Alors, on est là pour parler de ces questions de maquettes et autres. C'est un peu la première fois que je cherche ça dans le travail. J'essaye de faire des liens fragiles sûrement. Un projet que vous avez peut-être déjà vu, qui est la maison d'1 mètre carré, qui au départ est un projet plutôt déclaratif, un projet manifeste, qui était sur la question en fait du real estate, de l'immobilier, la question de la valeur du territoire et du terrain, et qu'est-ce qui fait la différence dans l'habitat entre un lieu, vivre à Neuilly et vivre, je ne sais pas, à Saint-Denis, ou vivre dans le cheap town à côté de... Là, c'est des photos de... Thomas connaît, c'est du côté de Kitakyushu, c'était à côté du CCA, ce centre et école d'art au Japon. Et en fait, c'était comment réfléchir à un moment donné sur la valeur de l'habitat. Et donc on propose à un moment donné une tour, je propose une tour qui soit la plus petite tour du monde, qui n'occuperait qu'1 mètre carré de sol et qui serait toujours produite de la même manière pour un seul habitant.
Alors une tour avec au rez-de-chaussée son entrée, son locker, ensuite du stockage à l'étage, une douche, une cuisine, un petit espace pour travailler, toujours sur la question du mètre carré, et au dernier étage un lit de 2 mètres de long par 50 cm de large, ce qui fait exactement 1 mètre carré. Donc cette maison est un projet qui n'est pas fait pour être un projet réalisé, qui est plus une spéculation sur un devenir de notre monde. Peut-être un coup de gueule, je ne sais pas. En tout cas, un projet déclaratif à un moment donné, plutôt un manifeste, on dira, pour l'habitat, qui questionne la question, qui proprement dit questionne la société dans laquelle on est et son rapport à l'espace public. Donc l'espace privé, l'individu qui doit réoccuper l'espace public et comment on joue sur ces deux tensions. Alors ça, c'est le projet en soi. C'est un projet qui n'a pas de but à être construit au départ, c'est plus un projet, une déclaration. Et donc s'élabore à ce moment-là l'idée de le faire exister sur un deuxième temps, qui est de le matérialiser, de l'image, du dessin, et de l'intention, de l'écrit, le faire passer en 3D et le faire passer finalement dans la notion plus appréhendable qui est celle de la spatialité. Et je décide à un moment donné de faire une maquette en fait, qui correspond au moment où, à l'époque, Hans Ulrich Obrist me demande de participer à une expo qui s'appelait Utopia Station à Venise. Et je propose à Hans de matérialiser ce projet, il adorait ce projet, et de matérialiser ce projet par une maquette dans l'exposition. Et voilà, pour moi, le projet est fini. Et je commence à développer à partir de là une série de projets, je reviendrai un peu là-dessus, une série de projets, je n'irai pas jusqu'à dire utopiques, mais de projets critiques, je préfère le terme critique, ou spéculatif, dont la matérialité finale est celle de la maquette. Et le projet existe en tant que maquette et n'a pas de but d'être construit. Alors voilà les maquette de la One Square Meter House, très très sophistiquée, puisqu'on a repris toutes les techniques, tout le projet est dessiné jusqu'à la moindre pièce, et c'est un modèle réduit avec tout son fonctionnement, les tubes d'évacuation, etc., les intérieurs. Voilà la maquette qui a été donc exposée à Utopia Station et dans d'autres expos par la suite. Et il s'avère que, là je suis face à on va dire un contresens, c'est que cette maquette, à un moment donné, ce projet, on me demande de réaliser, si je suis OK, pour réaliser un prototype, en faire un premier bâtiment pour essayer ce bâtiment. Et donc j'accepte et on se retrouve avec une espèce de double chose qui est la maquette de la maquette qui devient le bâtiment, qui est quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais il y a une espèce de paradoxe, surtout par le fait que ce projet réalisé en tant que prototype, en tant qu'essai, n'a pas été conclu, puisque en fait, c'était dans le cadre du tracé du tramway à Paris, dans le 13e arrondissement. En fait, on n'a pas eu l'autorisation d'utiliser le bâtiment. Donc on s'est retrouvé face à une bataille un peu complexe, qui était le bâtiment en termes de sécurité ne répondait pas aux critères de l'habitat contemporain et aux normes d'habitationnalité, je ne sais pas si on peut dire ça. En gros, il n'était pas habitable et donc il ne pouvait pas y avoir d'assurance qui couvre l'utilisation du bâtiment avec l'association de quartier avec qui on avait élaboré le projet là-dessus, et on se retrouve avec un totem, une sculpture, puisqu'on n'a pas fini le bâtiment, il n'a jamais été utilisé en tant qu'habitation. Donc je me retrouve avec cette espèce de maquette qui était l'expression ultime du projet, et en même temps une deuxième maquette qui est une architecture sans usage, donc une sculpture quasiment. Ça, c'est un des premiers cas sur mon rapport aux maquettes. Une deuxième situation, alors assez cocasse aussi, puisque au départ, on travaillait sur... c'est un projet qui s'appelle Delete Yourself, c'est des chaises. Donc ça, c'est les maquettes de ces chaises. Ce sont 2 chaises qui permettent de faire
L'idée, c'était de permettre de construire des espèces de paysages comportementaux qui questionnaient pas la norme, mais plutôt les notions de normalité dans le mot me manque, de normalité dans la question du design. C'est-à-dire que, en gros, une chaise, ça fait 43 cm de haut et le confort est quelque chose qui est normé, ce qu'on appelle l'ergonomie. C'est cadré, voilà le terme. Et donc, je travaille là-dessus. On a fait pas mal de maquettes à plusieurs échelles, jusqu'à ces maquettes finales qui sont en contreplaqué très fin, etc., et qui sont des... Voilà, qu'est-ce que le confort, qu'est-ce que l'usage, qu'est-ce que l'ergonomie, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et j'ai la visite au studio à Paris, à un moment donné, d'un monsieur collectionneur belge, grand amateur d'art et aussi de penseur mathématicien, qui cherchait à refaire ses bureaux et son centre de conférence à Gand, et qui voit ces chaises et il me dit écoute, j'aimerais que tu me construises un espace autour de ces chaises et je vais te financer donc ces maquettes qui n'avaient pas de but, c'est pas du design, enfin c'était pas des maquettes, des objets qui étaient pensés comme des objets à devenir produits, et lui me propose de les réaliser, il me dit je te les réalise et à partir de là tu dois dessiner l'espace qui ira autour de ça. Alors je vais vite là-dessus, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà l'espace qu'on a conçu autour, en s'inspirant en fait de cette anticipation, je dirais ergonomique, où what you see is not what you get. En fait, cet objet qui semble totalement inconfortable et pas du tout usuel est assez confortable en fait. Et du coup, on réfléchit à dessiner tout un espace autour de ces objets non identifiés, qui seraient issus en fait d'une fantaisie fictionnelle, on va dire science-fictionnelle, autour de références, de maquettes. Alors pour le coup, c'est vraiment ça. On a regardé les maquettes abandonnées de plein de films de science-fiction. Là en particulier, certains, peut-être vous êtes un peu jeunes, mais reconnaîtront Cosmos 1999, je ne sais pas si ça vous parle, mais qui sont des films où en fait on filmait des maquettes, c'était pas de la simulation, on fabriquait des maquettes pour faire les vaisseaux. Alors ça va de Cosmos 99 à 2001, l'Odyssée de l'espace, en passant par Star Wars, où ce sont des maquettes, c'est pas de la 3D, c'est pas de la simulation, c'est des maquettes qui sont filmées et qui jouent de la réalité. Et on travaille sur toutes ces références-là pour créer cet espace, ce lieu autour de ces objets chaises qui ont été produits par Monsieur Litz et la fondation, donc je ne me rappelle plus le nom. Hein, bref, voilà. Voilà, et le lieu est un lieu, alors c'est pas non plus le sujet, mais c'était un lieu sur en fait la question un peu gender du moment, qui questionnait beaucoup Monsieur Litz, qui est un monsieur de 81 ans quand il est venu au studio, et qui maintenant et qui le questionne par rapport au monde dans lequel on est, qui est un monde en rupture avec le sien. Et il me demandait, une des questions était quelle est la représentation de l'espace aujourd'hui, ou du plaisir dans l'espace, des lieux de plaisir, des lieux événementiels par rapport à ces questions de genre. Et bon, on a fait une tentative de réponse, c'est vraiment une esquisse sur les questions de matière et de texture, et on a switché le sujet en allant plutôt sur voilà, texture, corporalité de la matière, éléments. Sur le faux aussi, les marbres sont tous faux, c'est pas du vrai marbre, c'est des couches c'est des pellicules de marbre. Voilà, c'est comme une énorme maquette. Le lieu est aussi une énorme maquette. Je vais revenir sur cette idée-là dans le travail de faux et usage de faux, où tous les éléments ressemblent à du marbre, mais ne sont pas du marbre. Et puis le duveteux sont des peintures, il y a des velours. Voilà, on est dans des textures corporelles quasiment. Enfin,
il y a une espèce de doute qui s'installe. Et c'était ça qui nous intéressait là-dessus. Alors le projet s'appelle XYZ, pour ces petits clins d'œil. Et c'était pour dire, voilà, le statut d'une maquette qui, à un moment donné, devient, alors sur la précédente, devient quelque chose qui est abscon et qui n'a plus de valeur à un moment donné, puisqu'on passe à une autre échelle. Et ici, qui sert presque d'introduction à l'architecture en tant qu'objet qui était une maquette à échelle 1. Un projet qui s'est fait sans maquette, pour le coup, qui s'appelle This is not a love song, et où la maquette, alors je vais retourner au studio, où en fait les deux petites maquettes que vous voyez en bas, qui sont des maquettes de test, et tout ça sont des maquettes, en fait les projets que vous voyez au-dessus sont des maquettes qui servent un petit peu de mausolée à des projets, ces projets qui ne sont pas réalisés. Alors il y a projets de recherche, où souvent on matérialise, on produit une maquette finale pour matérialiser l'idée, ou des projets avec des clients qui abandonnent, ou des projets qui échouent, et pour lesquels on a développé au sein du studio, j'ai poussé dans ce retranchement de mon intimité presque d'architecte, si je peux le dire, à créer des espèces de sépultures de ces projets qui seraient ces maquettes qui sont comme ça cryogénéisées de projets qui ont disparu, qui ne se feront pas, et qui existent finalement que par ces maquettes-là. Alors là, c'est la maison d'André Bloch et le parc avec les sculptures habitacles, les architectures, sculptures d'André Bloch. Et on m'a demandé d'intervenir, j'ai fait plusieurs projets sur ce site. Et là, c'était la question d'un espace événementiel, puisque j'avais autour de ce coin du jardin, qui était un lieu, alors pour le coup, une véritable, dans ma définition de ce qu'est l'architecture ou d'une mauvaise architecture, c'est une architecture capable de produire des événements, et ça n'est qu'un lieu performatif. Alors, on va peut-être passer à autre chose. Là, je vous ai donné des exemples. Ce qui est intéressant pour moi dans cette notion de maquette, c'est la question, finalement, dans l'architecture, de servir le propos. Et donc, que le sujet n'est pas tant l'architecture ou sa formalisation ou sa matérialisation que la situation qu'elle provoque ou que la situation qui s'y produit. Et donc j'ai commencé à produire des objets, à construire des situations ou des objets à même de produire des situations dont la formalisation serait quasiment un état de maquette, dans le sens où on est dans une simplification la plus totale, dans une espèce de non... alors, en anglais, j'ai l'habitude de faire la présentation plutôt en anglais, excusez-moi. La question du détail, voilà, une détaillisation, en gros, où produire des situations par l'espace et dessiner un espace qui serait dénué de détails, de façon à produire quelque chose de plus immédiat et qui est moins architectural, qui est plus, je dirais, situationnel, et qui engage plus l'usager. Alors là, je reviens, c'était l'opus incertum, qui est une architecture pour expérimenter, ou en tout cas pour expérimenter le saut dans le vide de Leap in the Void d'Yves Klein. Voilà, où l'architecture se permet en fait d'engager cette situation qui est une situation impossible, qui est aussi une construction fausse, puisque le saut n'existe pas, c'est un photomontage, comme on le sait. Voilà. Et donc là, comment rejouer tout ça à travers l'architecture qui le permettrait. Un autre projet dans le même esprit, pour le coup, alors le projet précédent, c'était pour la Biennale de Venise d'architecture, je ne sais plus quelle année, je ne sais plus le sujet, mais ce qui m'intéressait, c'était pareil. La simulation, comment simuler quelque chose, comment l'architecture simule une action. Et
le projet suivant pour la fondation Serralves. Et là, un dialogue avec l'architecture, où on m'a demandé, à un moment donné, de faire une pièce dans le hall d'entrée du bâtiment d'Alvaro Siza, du musée de la fondation, du musée, où, en fait, au-dessus de la porte, il y a ce mot écrit, c'est incroyable, il y a écrit « Museum ». On se dit, OK, il faut le surécrire, écrivons-le. Et j'ai proposé finalement de produire une espèce de tentative, d'objet, d'espace où on pourrait aller s'installer face à ce mot, face à l'entrée. Alors on ne le voit pas, la photo est un peu surexposée, mais on ne voit pas le mot. L'entrée, c'est l'entrée du musée qui est là. Et j'ai fait cette fausse faux promontoire pour pouvoir à la fois s'échapper ou appréhender le musée. Moment éphémère par excellence. Et donc, là, on est dans des éléments qui sont... Je ne considère pas comme des... C'est pas des pièces, c'est pas des installations, c'est des échelles une. Donc, ça serait des maquettes d'expérience, des maquettes à expérience. Et là, c'est la Gulbenkian et un autre projet qui s'appelle Flatland. Voilà, où on expérimente, on se glisse derrière l'écran de cinéma, l'écran de projection, face à la salle. Et ça nous permet de disparaître. Voilà, une autre maquette. Alors ça, c'est des objets, je dirais, ce sont des artefacts construits qu'on a développés au cours de ces dernières années, voilà, comme ça, les uns après les autres. C'est à l'occasion d'expositions. Et à l'occasion de ces expositions, voilà, on a développé ces objets-là, ces propositions-là, ce qui nous amène à une autre situation qui est celle des scénographies, où en fait, très rapidement, dans mon activité d'architecte, très tôt, on m'a demandé de dessiner des scénographies pour des artistes, pour des expositions. Et il y a eu plusieurs situations qui se sont mises en place, mais avec un fil constant dans ces productions-là, qui était de faire des scénographies maquettes, comme les objets que je viens de vous montrer, et d'utiliser en fait ces objets-là, ou cette idée d'objet maquette, ou d'espace maquette, donc d'objets, je dirais pas fragile, mais c'est l'idée qui n'a pas de pérennité, qui n'a qu'une valeur d'appréhension de l'espace ou d'expérience de l'espace, comme élément scénographique ou comme constituant de la proposition scénographique. Là, c'est pour une expo à la Fondation Louis Vuitton, où on avait... c'est une expo collective, où il fallait générer plusieurs espaces. Et donc, on a juste proposé de dessiner ces portes, qui génèrent des interespaces pour aller d'une pièce, d'une œuvre à une autre. Donc là, c'est l'expo sans rien. J'ai retrouvé ces photos-là, et alors c'est vraiment des faux pour le coup. C'est des moules de portes qui sont montés sur châssis et qu'on peut traverser. C'est-à-dire qu'on peut suivre l'expo au niveau des trajectoires en passant, mais on peut aussi traverser la scénographie pour aller d'un espace à l'autre. Dans cette question-là, on a un autre projet qu'on a fait. Alors là, c'est la collection du Centre Georges Pompidou qui était montrée au Musée d'Art Moderne à Lisbonne, au CAM, où il y avait tout. Et la commissaire, la conservatrice et commissaire Christine Von Hasch était spécialisée dans la vidéo. Enfin, c'est vraiment son sujet. Et donc, c'était une exposition pour montrer de la vidéo et comment matérialiser finalement des espaces pour montrer ces œuvres vidéo. Et donc, on est parti d'un principe qui était juste cette espèce d'enfilade de portes, de fausses portes, qui sont toutes fixes, ce n'est pas des portes qui s'ouvrent, elles sont toutes fixes, et qui nous emmènent dans un deuxième espace, qui est un antichambre, avec des séries de nouveau de passages, et qui nous emmène dans les salles, et là en discussion et en accord avec tous les artistes, avec les dimensions optimales de présentation de l'œuvre. Je n'ai pas d'image des œuvres et des salles en question, j'en ai une qui était la salle de Chris Marker, qui est le piège ou
l'espèce de ratage de tout l'espace, où en fait c'est un couloir, on passe l'antichambre, et il y a une porte cachée, en fait il y a un passage passé qui nous emmène quasiment à la fin de l'expo, tout au bout, et dans lequel il y a ces sièges dans lesquels on peut s'installer pour regarder la jetée de Chris Marker, et on ressort par une autre porte qui est celle du bout, qui nous oblige en fait à revenir dans l'espace, une espèce de cycle sans fin, de début et de sans fin. Alors, je vous disais, la science-fiction, les maquettes, le cinéma d'anticipation et toutes ces techniques un peu cinématographiques est là au service d'une exposition dans le cadre de la Biennale de Saint-Étienne, en collaboration avec Alain Damasio et l'auteur de science-fiction et son collectif qui s'appelle Zanzibar, sur qu'est-ce que le monde dans lequel on vit, comment appréhender le monde dans lequel on vit, et quelle serait une espèce d'archéologie du présent, vue dans le futur ou vue demain. Et on est parti, alors là, pareil, de ces constitutions d'espaces maquettes ou d'espaces ultra simplifiés, où l'essence même de l'usage est le plus important que le design ou la précision de la chose. Alors là, on est sur plusieurs séquences avec des usages différents de l'exposition. Voilà. Donc, tout ça a été une expérience sensorielle assez intéressante. Voilà. Et je finis sur les scénos et ces matérialisations où en fait ce serait quasiment le corps ramené à l'expérience de l'œil, de la maquette, qui est toujours quelque chose d'intéressant, où en fait on projette notre corps dans la maquette, et on sent bien que les détails ne sont pas suffisants pour qu'on puisse l'appréhender. Donc il y a toujours quelque chose il y a une forme d'ambiguïté, une forme assez belle d'entre-deux, entre le réel et l'irréel. Et ce que je dois dire aussi, ce qui m'intéresse aussi, puis j'ai souvent développé, et c'est le cas ici, c'est que en tant que studio, je ne signe pas, nous n'avons jamais signé, alors on l'a fait là dernièrement parce qu'on nous demande de les signer maintenant, mais l'idée n'était pas de signer les scénographies, mais de les laisser anonymes et au service de l'auteur qui est montré, de l'artiste. Là c'est Morellet, François, dans son expo Blow Up, quand j'étais petit, je ne faisais pas grand, voilà, où il s'agissait en fait de montrer des œuvres et de jouer sur un présent et un passé qui étaient les œuvres qu'il venait de produire à partir de ses premiers dessins et de ses premières œuvres qui étaient toutes petites puis qu'il n'avait pas l'espace pour les faire, et de créer un lieu qui soit un lieu à deux entrées. Donc là, c'est l'escalier principal dans lequel on rentre, par lequel on arrive. Une petite explication de texte rapide. En fait, on rentrait dans l'expo. Voilà, on rentrait par l'expo ici, avec les œuvres montrées à la Biennale de Venise, de Sao Paulo en 60 et quelques, qui étaient ces grands muraux. Et on avançait dans l'expo pour arriver en haut des escaliers dans une salle, avec une série de simèses simplifiées, où les œuvres contemporaines du moment qu'il venait de produire étaient en fait des agrandissements de ces œuvres faites dans les années 60, et qui nous emmenaient un peu comme dans la chanson d'Isabelle Adjani, « J'ai touché le fond de la piscine ». On allait jusqu'au fond, jusqu'à cette œuvre lumineuse qui s'allumait et s'éteignait, pour revenir et repartir dans l'expo en sens inverse, donc du présent, et de repartir pour aller vers le passé, et appréhender dans ces simèses, et sur cette mezzanine, ces simèses, vous allez le voir, c'est un peu, voilà, la taille projetée contemporaine et l'œuvre historique qui est accrochée dessus. Simplification de l'espace, voilà, tout le truc. Et je vais donc finir juste, parce que vous allez me dire, ben alors, et tout ça dans l'architecture, comment la maquette et autres fonctionnent, et quel est dans la pratique de l'atelier. Je voulais finir, j'ai commencé en parlant du travail et du lieu de travail qui est l'atelier, avec un projet qui est le projet pour Jean-Luc Moulin, photographe, début de carrière, et qui développe maintenant son travail plus dans la sculpture. Et sur cette question du travail qui a toujours été
le point de ralliement de discussion avec Jean-Luc, que j'ai rencontré, d'ailleurs c'est assez marrant, Thomas, I met Jean-Luc Moulin in CCA Kitakyushu. I was resident just after him, and I got some drinks in the place, the bar you did, and it was a very interesting place about all these stories, layers of stories of different artists, architects arriving and leaving some dots, some elements of pieces of maquette, of models, and of things. And Jean-Luc was Jean-Luc. Je vais le faire en français parce que c'est ce que je vais dire. Jean-Luc partait de sa résidence et m'a laissé son appartement, son studio de travail, et en fait on se connaissait pas et on a commencé à travailler, à discuter. C'était pas de travail à l'époque, mais vraiment discuter sur. Il avait laissé quelques fragments, je te laisse quelques trucs, etc. Et on a commencé à partir de là une conversation sur la question du travail et des outils de production, les outils de comment on produit, comment on travaille. Alors partant du principe que lui, l'art, c'était un travail. C'était voilà, a labor, c'est une question du travail, c'est un labeur, travailler, faire de l'art, produire des œuvres. Et je lui disais, l'architecture c'est la même chose, c'est le labor, et donc on a des outils, des éléments qui nous permettent de dimensionner, qui nous permettent d'évaluer, etc. Et on a développé cette conversation de longues années, jusqu'au moment où il m'a dit un jour, voilà, je cherche, j'aimerais partir, j'aimerais quitter Paris et je voudrais construire un atelier, un lieu pour le travail, un lieu de labeur, et j'aimerais que tu m'aides, que tu le dessines, que tu le construises, que tu me fasses ce lieu-là, que tu me l'imagines. Et la contrainte qu'il avait, qu'il m'a donnée, c'était de travailler sur ce dessin, qui était un dessin un peu de cette théorie du nénuphar et du dédoublement de l'espace. Et ce que j'ai fait, ce qu'on a proposé, c'est à partir du moment où on travaille sur la question du travail, qu'on travaille sur la question du labeur et de la production et des éléments de dimensionnement, de prendre son espace du moment qui était son atelier depuis toujours, les 37,8 quelque chose comme ça, mètres carrés de son atelier, plus une petite mezzanine, qui était en fait, je dirais presque son espace de référence pour le travail, et de venir le démultiplier, et le démultiplier pour que toutes les actions qui ont toujours lieu là deviennent indépendantes les unes des autres, et un espace défini pour ça. Et donc le corps de l'artiste et son atelier d'origine devient l'élément d'origine du projet. La matrice se constitue autour de cet espace-là qu'on vient plus ou moins bouger, qu'on matérialise alors comme une tour, comme une usine avec ses lumières, aller chercher la lumière naturelle, etc. Et qu'on travaille au fur et à mesure comme ça, avec les questions économiques, les questions aussi de valeur du matériau. Faut-il construire du dur, du durable, du solide? Est-ce qu'on construit avec ce qu'on a? Voilà le projet qui a été accepté dans cette campagne à la frange des champs et de la forêt dans le Perche, à la mairie. Voilà, tout ça, c'est des éléments techniques. Un projet qui a été construit de forme préfabriquée, un peu comme si on construisait une maquette, c'est-à-dire qu'on fait des éléments qu'on vient coller les uns aux autres, pas de manière, je dirais, ascensionnelle, mais plutôt en manière d'assemblage, donc un projet maquette proprement dite, puisqu'on l'a construit totalement en faisant des maquettes. Pour le coup, ça c'est vraiment un projet qui s'est construit comme ça jusqu'à la maquette finale, qui est le prototype final, avec ces matériaux, des matériaux qui ne sont pas des matériaux, je dirais, de représentation, qui sont des matériaux qui sont ceux pour lesquels ils sont utilisés. L'étanchéité est un caoutchouc qui est collé sur le bâtiment, sur l'ensemble. C'est un bâtiment en bois qui a été préfabriqué, ce qui lui confère aussi cet aspect agrandissement de l'échelle, que je trouve assez dingo. Voilà.
J'avance. L'intérieur, pareil, les matériaux pour ce qu'ils sont, pour les coûts, le coût propre de ces matériaux aussi, parce qu'il y a un travail sur l'économie. Donc là, on est le jour de la livraison. Et donc là, on voit bien tous ces espaces qui sont assemblés de façon différente, mais qui sont toujours les mêmes. Il y a une trame, il y a un glissement et des variations qui se produisent. C'est toujours la même chose. C'est un peu le projet, on l'a appelé, c'est un peu un titre deleuzien, bien sûr, répétition et différence. Pas d'usage de surdessiné d'objets, des choses qui existent, donc du quasi ready-made constructif, puisque les garde-corps existent, on a choisi des escaliers qui existaient, etc. Voilà. Et Jean-Luc s'est installé et il commence ses maquettes et ses pièces depuis quelques temps là-bas. Une photo de Jean-Luc au solstice de, je sais pas quoi, il y a un truc tellurique là-dedans aussi, de Maestro. La biche. Et ce qui reste de ce projet, je voulais conclure là-dessus, c'est finalement le projet lui-même, pas les maquettes. Les maquettes traînent, alors je les ai sorties depuis que tu es venu au studio à Paris, on a été chercher à la cave un peu les maquettes, alors on s'est rendu compte qu'il y en avait qui n'étaient pas encore partis à la poubelle, parce que du coup on les a récupérées, toutes les évolutions, les moments, les ajustements. Alors là, d'un seul coup, ça prend un autre statut. Alors la valeur d'une maquette, nada, si ce n'est un souvenir un peu fugace pour moi, ça reste des éléments, des temps clés. On n'a pas d'espace pour les conserver, donc elles finiront de toute façon à la poubelle, comme toutes les autres maquettes. Il y en a quelques-unes qu'on fétichise, comme celle de droite, qui est là, qu'on voit bien. Que Jean-Luc depuis, alors ça c'était une photo que j'avais dans mon téléphone, mais que Jean-Luc a récupéré pour faire une espèce d'objet sculpture à partir de machin, donc je l'ai plus celle-là. Et derrière une autre maquette qui a été faite par la fille de Pascal, qui est mon collaborateur associé dans ce bureau d'Aimés Architecture avec quelques autres personnes, mais qui a fait une maquette d'un projet. Alors c'est une maquette a posteriori, qui n'est pas de moi, qui est une maquette, qui est une interprétation d'un projet qu'on avait fait, qu'on a construit sans le maqueter, qui est cette Home is not a hole, un projet pour la Maison du Japon il y a quelques années, qui parlait de ce que c'est habiter et peut-être de ce que peut être un espace fragile pour contenir un peu nos doutes et construire un monde avec les matériaux les plus simples et les plus immédiats qui sont the tape, le scotch, le papier et puis surtout l'envie de faire. Voilà, merci. Merci beaucoup Didier, c'était passionnant. Merci d'être allé dans ta cave et d'avoir fouillé tout ça, parce que c'est assez formidable de voir toutes ces étapes de la maquette. D'ailleurs, tu as terminé sur un projet qui, je pense, aura fait écho, parce qu'avec beaucoup d'étudiants, on travaille sur la question de la maison d'artiste, comment on projette l'atelier d'un artiste, donc c'était formidable que tu nous montres ça. Et que tu insistes, je pense, sur cette idée aussi du rapport de la maquette aux matériaux. D'ailleurs, on le voit aussi dans le projet qui a été fait par les étudiants et les enseignants pour notre dispositif scénique. En fait, dès qu'on pense maquette, on pense à une certaine typologie de matériaux, et je pense que tu l'as bien aussi nommé, et c'était passionnant. Alors peut-être que d'emblée, on va ouvrir aux questions. Alors, si vous n'osez pas les poser en anglais, on va essayer de vous aider à les traduire. Donc, soyez que ce ne soit pas un frein pour les questions que vous auriez envie de poser à Thomas Demande, bien sûr, et puis à Didier Faustino, sans frein aucun non plus. I have a question for Thomas. It's a tricky one, a stupid one, but do you still enjoy doing simple exhibitions of photographs, or do you need something that goes beyond that, like a special display, inviting other artists, or would you just enjoy putting your photographs on a white wall? Yeah, I just did that. And I'm coming from Madrid, and I did a show with photographs on the wall. It's
You know, like it's very often, it's a problem which you have to solve because the space is not really what you need, for instance, or the context is not really what you need. That's why I'm doing it. But like, it's if somebody has a perfect space for me, I don't have a We problem. just take it the way it is. But you know, like it's the problem is like also it's good to have a problem. Yeah. You know, people like you just kind of, you know, if you have to find a solution for something that triggers always possibilities which you don't, you know, like otherwise you come with your pre-configured things and you just hang them there and it's basically like a shop. But if you have an idea, you should always listen to the idea and try to kind of not let it, you know, because of practicalities, not let it go, you know, let it die, basically. And would you consider going towards a more curatorial approach that would not involve your work? But like at first you said, the first exhibition you commented, you said that you were initially interested in showing the photos of Geary, and then eventually it became something more complicated with more artists and more complex. But would you be interested in just putting up a show, like a monographic show, for instance, of another artist as a curator or a scenographer? Yeah, but I'm an artist. I'm not I'm an amateur curator. Curating is a real job, is a real profession, and I'm doing it if I have to. But I'm not. This is not my what I want to do. I'm an artist who does that, and not a curator who does also sometimes art. And you know, the Geary thing was also had to do. I didn't want to do a one-man show, and I asked him, "So what do you have in the collection?" And I don't know whether I recall the story right, and this is a funny story, so it's not trying to denounce Monte Carlo, but I think they sold the museum in 1957 to build apartment blocks on it because the property value was so high. And nobody seemed to be interested in a museum of art, so they sold the whole thing, and they didn't have a museum. And when Princess Caroline came, that's my version of the story, I'm sure it's wrong, from Hanover, she said, "So where's the museum?" And they said, "Oh, you know, we sold it." And she said, "Oh, we want a museum here, otherwise I'm not going to stay." And so that's how the whole thing started. And if you look at the collection, it stops roughly in 57, and then whenever somebody couldn't pay his taxes and had an artwork, they put that in a collection, but it wasn't really a curated collection. It was just an assemblage of things. And then, you know, in the 80s, 90s, they started properly collecting again, and especially when Marie-Claude Beau came, the whole thing became a real professional place again. But when I looked at it and said, like, so what do you have in the collection? I saw a lot of maquettes by Diaghilev and stuff like that. And then I saw a Monet from the Cliff of Monte Carlo. And, you know, like it was 107 works or something. And the only interesting works for me were like 4 Geary works, which they bought a year before because one of the curators, Cristiano Raimondi, basically also loved Geary. And I thought I want to do with him, and, you know, I didn't want to do a show with Geary. I just, you know, I tried to kind of find connections. And that's how it all grew. I didn't want to do a show with Geary in the first place. But it's, again, you know, like you need to kind of understand it like a problem like this is a beautiful way of building something which can only be here and nowhere else. And then, besides the show, travel to New York. But like, you know, like it's a challenge, not a problem which you have to get out of the way. Because you can build on it.
yeah, like my work started as, I did sculptures, but I never, when I started making sculptures, I didn't know whether I'm any good in it, and I didn't want to waste time, money, material. So I made them out of stuff which I can easily kind of discard and also easily get again, and easily change myself without like a workshop, like spending weeks in a workshop and stuff. And so it wasn't really models in the beginning, but it became more and more into, and I'm not sure it's a model if you kind of think a model has something to do with scale and making it smaller than the real thing. What the real point in the model is, of course, that it's a cultural technique. It's like a filter to reality. You basically take only the things which are important, like the weather forecast is a model. For the weather forecast, you don't need the train times of Monaco to say, I need train. Does Monaco have a train station? Yeah. You don't need the Monaco train times to kind of make a model about the weather forecast in Monaco. So you just, the reality is much more complex, and we need models to kind of actually break it down to understand and look at the things we want to look at. Simulations very often are very much like modeling. The whole pandemic was kind of dominated by modeling. And if you look at that way as a model, it doesn't have to do with small scale or big scale. And I think that is now I think we kind of start to understand how important this kind of idea of the notion of reality is in that sense. But I think if you compare it, for instance, with themes in the art historical discourse, like the iconic turn, or abstract art, or if you compare it with other topics in philosophy and in the visual arts, then the model is actually quite underestimated because we don't really know how to talk about models. If I talk about models, people think of children's puppets, puppet houses, or architects' models, or something like that. But the notion of the model is much, much wider, I think, and it's kind of very often misleading to think of the visual quality of a model, because statistics are a model, politics are a model, the voting like that you would kind of actually change, like vote for one party means that you diminish your world and the things you find important to the program of one party, which means in the end, like you voting like with one vote and you vote, kind of that's a model, that's a behavioristic model, for instance. And behavioristic models were the ones in the first place where the people would have labyrinth, and then the mice kind of run to the one thing where they get food, and the other one where they don't get food, and that's kind of then they would learn how quickly animals can be trained. In the same way, that's a model which kind of has been very influential, for instance. And I think if you take a model in that sense, it's a very rich field, which a lot can be still explored. Photography is a model in the sense of, I know that you know how a camera works, and you know that something was in front of the lens. And that is a kind of structurally is a model. It's just not a model of physically a model, but it's a model of understanding reality, which I share with you, for instance. Une question là-bas, oui.
Oui, c'était à propos du C'est à mètre propos de carré. la One Square Meter House, mais parce qu'elle n'a pas d'usage dans le sens où on ne peut pas l'utiliser. On peut pas on peut pas l'habiter ou on ne peut pas la traverser. Donc ça devient un objet vide. C'est pour ça que je disais ça. Bah, ça devient... Ok. Il y a en tout cas beaucoup de porosité entre les champs. C'est ça que tu veux dire. C'est sûr qu'on ressent que ça dans toutes les interventions depuis ce matin, que les choses glissent et qu'elles sont poreuses et que ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, je trouve que ça l'était aussi beaucoup entre vos interventions sur la dimension spéculative aussi, ou la question de the speculative dimension of models of exhibitions as models because it's very conceptual, speculative and also narrative. You talk a lot. Tell me about that, also, Thomas. I think that's quite interesting. And somehow it's not a question of to know if it's a model of sculpture. The ambiguity is a part of a process. What's important is what you create as an atmosphere, as a global process. I don't know if you want to say some more about that. But I like I was reflecting about in French we say maquette, that's maquette, and model is etymologically it's more wide. Yes, I will say exactly. if I try to translate, I like the fact we work on models and we elaborate models. That's the thing. And about the transdisciplinary possible porosity between the disciplines, because you elaborate models, of course you tend to be porous to other models, other disciplines. And the notion of maquette French thing is a bit more restrictive in the... It's more scale model. It's more a scale model. La maquette Yes. it's There's this question thing of about size, reduction. normally. Yes, reduction. So that's why you're right. It's reduction in French normally. But we extend it. in I the would way you say use in it. French, if we said prototypes, if we work, I'm Or working... studies, like études this morning, like Jean-Baptiste talked about studies, because it's a way to open. Yeah. Il y aura une intervention de Yann Rocher demain sur la question des boîtes d'optique, au passage. Tu nous as fait une transition vers la journée de demain, là. Oui.
Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un peu dans le détail demain avec Yann. Ouais. Je crois qu'il y avait une autre question là-bas. Ouais. Moi, j'avais d'abord une réflexion par rapport à la journée. J'ai eu l'impression qu'on est passé sensiblement de la question de l'esquisse à celle de l'épure. À celle de, j'ai pas entendu. De l'esquisse à l'épure. Voilà, ça c'est la première chose. Mais j'avais une question à poser à Didier Cossino, en vous remerciant bien sûr tous les deux pour l'intervention. J'ai entendu dans le film consacré à Franck Gehry, à un moment donné, réalisé par Nicolas, à un moment donné, Gehry dit les maquettes, je les fabrique à différentes échelles parce que je crains la fétichisation de l'objet, justement, et je crains de m'attacher d'une certaine manière à ces objets qui sont séduisants, peut-être, même voire mignons. Et donc, je les fais à différentes échelles, peut-être par crainte aussi d'adhérer plutôt rapidement à un projet architectural. Donc, je vais vous demander d'abord comment vous comprenez cette remarque et si vous travaillez à différentes échelles. Et dernière chose, et plutôt à quel type d'échelle vous travaillez quand vous réalisez des maquettes. Alors, je répondrais non. Je ne travaille pas à différentes échelles, dans le sens où on fait beaucoup de simulations tridimensionnelles, 3D, etc. Après, quand on matérialise les choses, c'est plus une histoire de... on travaille sur des échelles qui sont, je dirais, qui nous permettent d'appréhender dans le champ du regard l'objet projeté, donc l'architecture, d'un coup d'œil. Donc je travaille pas à des échelles dans lesquelles j'essaye de m'immerger. Je connais bien, je connais très bien le studio Franck Gehry, j'étais là-bas plusieurs fois. Ils ont une méthodologie qui est... alors, c'est pas la question de la fétichisation de l'objet. Je sais qu'il n'aime pas fétichiser, il joue sur la production, c'est des outils, il surproduit là-dessus, mais il travaille sur la question de l'échelle, il travaille sur une appréhension de l'espace ou de simulation de l'espace avec des échelles différentes. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on ait l'impression qu'on est immergé dans l'espace. Donc il produit des échelles différentes selon les séquences qu'il essaye d'appréhender, qu'il essaye de visualiser. Moi, dans mon cas, je travaille toujours avec quasiment une espèce de mantra qui est de dire on travaille au 200e pour avoir l'appréhension la plus éloignée. Puis après, grosso modo, on arrive au 50e, ce qui donne, on arrive à peu près à appréhender un espace comme ça. Mais j'ai pas de, je dirais non, je sais pas. Non, la réponse est non. Voilà. J'aime bien ce que vous dites de l'épure ou l'épure à l'esquisse, de l'esquisse. It's an interesting question about from the sketch to the simplification to the minimum. The sketch it's a notion where you put a lot more information, and then l'épure is the final with something with more precise and the element. There is a kind of filtering. You go from and I think Gehry worked like that. The production of the studio, Gehry's studio, is from messes. I've seen a lot of experience. I have a lot of friends working with him. They start with very simple hypotheses that's really sketchy, like I take a material, I put, I stick it, and then they clean it. They become more and more and more and more precise. So it's quite interesting on using this idea of model about something with messy, a kind of a cloud, let's say, of ideas, of intentions. And you clean on this cloud to arrive to the perfect equilibrium, to some elements who became the only ones who make sense and make the real tension for the idea. Je sais pas si je suis très clair. The question of scale model is very connected to the idea of simplification. And for instance, it was interesting to see that you had, for instance, a door handle in a window, but then you had an architecture without door handle, like the red ones. So the scale model, it always has to, because it's tiny, you can't go as far into the details as you would go with a scale 1 situation, so you have to remove things. And I think it feels like it's an operation of reduction, which is very clear in your photographs as well. And then when you
blow it to a full scale, you can keep that same effect in some cases, Right. which appears in some of your architectures, I feel. Yeah, but then again, like every building here in Monaco has been a model before. Yeah, And the well, client said, Jan- oh, Jan that's a even great said, building. yeah. And then you go out and you think like, you know, there's something happening in the scale, which is kind of, we shouldn't underestimate. The door handle in the door actually makes the building. And I think the cleanness of the cleaning up is somehow misleading, you know, because it gives you the same power again, like it's a power game that you just your world is not kind of heavy, you know, your world can be clean and without details in the model. Yeah. But the real world is actually not clean. The real world has lots of damages and problems and, you know, things which came later. And I mean, every hotel room you look at, and there's like, you know, of course you see still the interior architect making a model with like the beautiful carpet, and then they have like a little, like a mood board of like what color should be, and then you go into the thing, and then the plumber had a different idea, and then, you know, like the vanity, how do you call them, like the shower had to kind of be different, and so suddenly you have like none of the clean idea is still intact. It never works that way, I think. Yeah. And that actually makes life very rich, and I think that's like a whole series I made called Dailies, but like most of photographers did that, is about the imperfection of it, which makes it interesting. It can be particularly frustrating when you do an exhibition because your model is perfectly clean, and then once you're into the show, then the exit sign is there and the fire extinctors, or I don't know what they're called, and but then it becomes clean again once it's photographed, because then the photographer would remove all of those things. So there's this movement. But I back have and one forth. thing we didn't show. We had like a couple of other shows which we wanted to show. We had an interesting problem with that cleanness of. I did a show together with a filmmaker called Alexander Kluge and the stage designer Anna Fiebrock. And I invited Anna because I wanted to do a show, as you asked, with another artist. Like I basically said I do a show for Alexander Kluge. He's a filmmaker and he doesn't work in museums usually. So I said, and he said, I'm only doing it if you take part in it. And then I thought like, okay, but then I have to do his work and I have to do my work. I just need somebody who gets in the middle, and that was Anna. And then a stage designer, she kind of, she's quite famous. I'm sure you have seen productions of her. And I always wanted to work with her, and she said I would do it, but we had a couple of problems because she didn't feel safe in the exhibition world because she never did an exhibition. And she said she doesn't feel safe, not before what I think is the problem, but her problem is that you always, on a stage, is like 50 meters away from you. And so it looks clean, but it is not clean. In an exhibition space, you always, you know, like everything is like material, everything has a thickness, everything has and suddenly you can go much closer. And then what is a patina, like, you know, the painter comes and makes it a little, in the edges a little darker, so it looks like somebody smoked for the 50 years there and it looks authentic. That's a painting in the exhibition context. You know, that's becoming a gesture which is kind of completely different from the one from the stage. And the way how she kind of, she solves that problem, and it is really a problem. Imagine a show where you have like a brick wall, and then you go close and you see somebody with a very good hand made the bricks there, and then you hang a painting on it. It would be a disaster. And so the way how she solved it in the end, she made us buy stage design, which she had already used, and which was touring, and it kind of ended in Mexico City, and the Goethe Institute didn't have the money to ship it back to Germany. So basically we had to buy it for €1 or like 20 euros or something because of taxpayers' money, and then ship it back. And then she cut this one into pieces, like Gordon Matta Clark. And then the patina, which was painted by the painters in the first place, became a ready-made by doing that, because like suddenly you couldn't say anything anymore. Is this a used stage design, or is it supposed to look like a used wall?
But that's exactly what you ask for. So the patina or the biography of an object, if you fake it in one-to-one, it looks very bad. But you can. There are ways of using it in a more creative way. And I remember this show, which we've seen it with a group of students at that time. It was very impressive for everyone, I think so. And there was also something very interesting in terms of deambulations, of path. I think we didn't really mention that for the moment, but scenography is also this mixing of feelings and coming from one place to another, different point of views. And in fact, we are only looking at images which are fixed, but that's not what we feel inside. And I think that's part of a thing, because in every work, as you said, normally we see from one point of view stage design on the theater, but in the show you have some multiplicity, and for me it's linked also with what you show, Didier, when you with this scenography with the doors, where you are playing with this idea of unicity and with one way, and then finally when you go in, you have a multiplicity of different experiences and different videos. It's a fake. I mean, it seems to be only one thing, and of course it's not. I think that's something that you are, both of you, are dealing with, this question of also of fake, and maybe also, I don't know, playing with what we feel as a viewer in different. I will talk about. I like the word fiction. We fictionalize. That became a possibility where the space of the exhibition is also a space of fictional, of a narrative, and more you put on the language, the details of things, of trying to fake the reality, that became complicated. I like when it's, I think it's important to try to filter the elements, to focus, and to, it's an écriture, it's a kind of, script. My script. Vous avez très spontanément inscrit votre œuvre dans un rapport direct avec celle de Gordon Clark et d'Absalom. Oui. Alors, sans faire de lien d'éducation avec d'autres artistes, mais plus pour définir une famille de sensibilité, est-ce qu'on pourrait, est-ce que vous accepteriez que j'évoque 2 ou 3 autres artistes auxquels j'ai pensé lorsque j'ai vu étudier vos œuvres. Je pense en particulier aux vêtements que vous avez créés, et qui m'a fait penser à ceux que Lygia Clark a créés elle-même pour créer des relations entre les individus. Je pense en particulier aussi au support du sceau d'Yves qui m'a fait penser aux œuvres de Franz Bels, avec ses capacités d'employer des œuvres. Et puis, et surtout, je dirais, le conteneur pour faire voyager des migrants, qui m'a incontestablement fait penser aux abris pour les sans-papiers, ou plutôt pour les SDL, plutôt, de Christophe. Ouais. Alors ça, c'est une première question, si je puis dire, une première remarque, plutôt. Et l'autre, vous avez évoqué plusieurs fois vos objets comme propices à la création de situations. Et vous avez même évoqué, vous avez même prononcé le mot de objet situationnel. On n'est pas loin, évidemment, des propositions situationnistes, et en particulier tout ce que les situationnistes, en particulier Asbjørn, a tenté de faire avec le musée de Göteborg au Danemark, qui était un projet très lié aussi aux
Ouais. Oui, alors, Gordon Matta Clark et Absalon, c'est le rapport à la fragilité. Hein. C'est juste produire du fragile, dans le cas d'Absalon, produire des espaces fragiles, et Matta Clark, rendre des espaces fragiles, en fait, fragiliser des espaces. C'est juste ce petit truc. Donc pour tous les autres, yes, ouais. Oui, ça me va. Non, Olivia Clark, Franz West, dans les objets, dans les supports corporels, oui. Et les objets situationnels. Les situationnels, situationnisme, oui. Mais je préfère pas en parler. Dans mon œuvre, enfin dans ce que je produis, les références sont présentes, mais je vais pas développer là-dessus. J'ai pas envie. Je laisse l'interprétation. On fait la toute dernière question peut-être. Oui. Vas-y. Mais c'était le truc qu'on était en train d'évoquer avant, sur le rapport de produire des modèles, de nouveaux modèles. Donc c'est élaboré, en fait. Je crois que c'est plutôt j'aime bien le terme échafauder des systèmes, des stratégies. Et Alain, c'est ça, enfin, tout le principe, quand on a échafaudé cette exposition à Saint-Étienne sur les objets, sur une espèce de mémoire pour le futur, c'était de travailler sur les trajectoires, de travailler sur les points de focus, des moments de regroupement. Alors, on l'a travaillé, moi je l'ai matérialisé dans cette espèce de simplification de l'usage de situations, de partir de l'individu qui circule dans le lieu et qui se retrouve dans des situations collectives de regroupement, de se retrouver regroupés face à face avec du son, ou se retrouver dos à dos, voilà, des systèmes comme ça. Et ouais, c'est de l'élaboration, c'est de la tentative je dirais de l'expérimentation. On expérimente la question du squat et des zones autonomes ou des temporary, ce qu'on dit de l'ETAS, les Temporary Autonomous Zones. C'est produire des situations qui soient potentiellement gouvernables, dans le sens où on établit un accord à plusieurs, et du coup ça devient autonome parce qu'il y a une entente qui se fait. Pour l'espace, c'est la même chose, c'est-à-dire que si je prends la maison pour les enfants, mon premier projet, je ne suis pas l'auteur je suis celui qui a documenté, je faisais partie du process à un moment donné d'accord entre nous pour produire cet espace, et produire cet espace qui était un élément d'équilibre entre 7 individus qui, à un moment donné, la seule chose que moi j'ai amenée, c'est peut-être un rapport, je dirais, raisonné à la question de la solidité à un moment donné, pour que ça tienne. J'étais là pour vérifier que les éléments étaient bien tendus, mais on l'a construit, on a échafaudé la possibilité d'un lieu, d'un territoire ou d'un espace commun. Et je crois que c'est ça qui s'opère dans
dans ce type de situation. Et Alain, ouais, mais ça peut être un gueuleton, ça peut être un très beau moment aussi, pour échafauder. Ou un plat. Ah, c'est un très bon mot de la fin, je crois. Ouais. Bravo, belle Toute conclusion. la journée. Hein.